Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeu avec des invités incroyables, comme toujours des invités incroyables, pour parler d'un sujet qui est assez inhabituel sur notre chaîne, parce qu'on a très souvent parlé d'éducation, mais on a peu souvent parlé d'éducation à travers les démarches des éditeurs. Ça sera le sujet du jour, et pour en parler, nous avons donc plusieurs invités. Lisa de Blue Orange, bonjour. Bonjour. Nous avons également Paul-Henri et Céline. Bonjour. Vous n'êtes pas de Blue Orange, mais vous êtes très concernés par ces questions parce que vous êtes enseignants tous les deux. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc vous allez avoir l'occasion de nous parler de différents projets que vous avez faits via vos classes. Pas uniquement via vos classes, puisque nous avons le plaisir de vous réunir avec Aline, qui est la grande spécialiste d'un monde de jeu, de l'éducation, qui a exploré le dossier, qui a beaucoup travaillé dessus juste avant de réaliser cette émission et qui est plus au courant que moi. Aline, tu me soutiens là pour les questions, pour avoir des questions hyper pertinentes. Hein. Je compte sur toi, hein, vraiment. Très bien. Non, vous avez rédigé un ouvrage ensemble, donc ce sont vous deux les deux auteurs. Il y a toute une histoire, en fait, c'est ce qu'on va vous expliquer. On va vous expliquer comment est né ce livre blanc, quelle est votre association avec Blue Orange et quel est le projet de Blue Orange. Mais ce qui semblait intéressant dès le départ, c'était de vous dire qu'ici, sur ce canapé, on est tous plus ou moins liés à l'éducation. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous savez que moi, j'ai été enseignante pendant 20 ans. Maintenant, je travaille pour un monde de jeu, mais j'ai une expérience en classe et toujours avec les petits testeurs. Toi aussi, Martin, tu as été enseignant. Je pense quelques que vous expériences. le savez. J'ai même écrit des livres dessus, sur ce sujet-là. Et alors, toi, tu as été, Paul-Henri, enseignant en Ulysse, notamment, dans plusieurs domaines. En CP, en SECPA et en Ulysse. En fait, c'est des élèves qui ont des difficultés qui ont été persistantes dans le temps. Oui. Qui, suite aux difficultés, ont passé des diagnostics avec des professionnels de la santé et qui ont été reconnus comme personnes porteurs de handicap. Et donc, à partir de là, les unités locales d'inclusion scolaire permettent en fait à ces élèves d'avoir un aménagement pour que les apprentissages de leur catégorie d'âge leur soient accessibles. Donc l'idée, c'est qu'on a des élèves qui, en fonction de leurs difficultés, viennent avec nous en maths, en histoire, et par exemple vont aller en français dans leur classe, parce que ça, ils peuvent le suivre. Alors, on va faire des emplois du temps un petit peu à la carte en fonction de leurs difficultés. Et toi, Céline, du coup? Alors moi aussi, enseignante en Ulysse, mais primaire. En primaire. Ouais. Et moi, j'ai aussi été dans des classes très spécialisées. C'est là-dessus que j'avais fait un ouvrage particulier. Ça remonte un petit peu en ce qui me concerne. Vous, c'est beaucoup plus récent. On va parler... Attends. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Lisa également... Ah bon, Lisa, pardon. un lien avec l'éducation et que c'est pas un hasard si c'est Lisa qui est chef de projet sur ce projet Blue Orange. Effectivement, j'ai enseigné un tout petit peu. J'ai fait un passage éclair dans l'éducation nationale. Et surtout, ensuite, j'ai repris des études en ingénierie pédagogique. Et mon sujet de mémoire, c'était le jeu de société et ses apprentissages. Et donc, du coup, c'est tout naturellement, quand le projet s'est développé avec Blue Orange, que j'ai demandé est-ce que je pouvais travailler aussi avec eux. Et donc, j'accompagne Céline et Paul sur le sujet. Des compétences bien exploitées. Eh bien, on va vous parler de cette démarche-là. Ça peut intéresser les enseignants, mais pas que, puisqu'on va parler de jeux de société aussi, tout simplement, parce que c'est quelque chose de formidable. Le jeu de société, on en parle tout le temps sur notre chaîne, on sait que c'est passionnant, on sait qu'il y a plein de choses à faire, mais en classe, c'est aussi utile. Avec des enfants, donc à la maison aussi, c'est utile de manière générale. Ce sont des sujets transversaux, on a envie d'en parler. Moi, quand j'étais enseignant, je ne sais pas si le SIG existe encore, mais j'étais en ITEP, moi, pendant une période. Et on a beaucoup utilisé le jeu de société pour établir le contact, pour aussi travailler certains domaines de manière un petit peu plus naturelle. Je dis travailler, je sais que les termes qu'on utilise dans ces cas-là sont parfois sujets à discussion. Excusez-moi par avance. Évidemment, on sait très bien ce qu'est le jeu de société, on sait très bien que la posture, le fait de jouer, c'est d'abord sortir un petit peu de cette situation de travail. J'ai comme toujours mon téléphone dans les mains, ça me permet d'envoyer des images sur l'écran sur lesquelles on va pouvoir réagir. Donc ça, vous l'avez vu, c'est le petit fascicule que vous avez rédigé. À qui il se destine? Comment il est distribué, ce jeu de société et apprentissage? En fait, ce livre, il est disponible pour tout le monde gratuitement sur notre site internet. Il est téléchargeable en PDF. On y trouve également sur cette page des fiches pédagogiques qui sont associées à 4 de nos jeux. Et donc, en fait, il est destiné à toutes les personnes qui souhaitent le télécharger et s'intéressent au sujet, mais principalement aux enseignants qui soit utilisent déjà ce jeu en classe, soit ne l'utilisent pas encore et qui ont besoin d'outils pour pouvoir intégrer le jeu de société dans sa pratique.
Et c'est une belle histoire, en fait, la création de ce livre blanc, parce que c'est né d'une rencontre que tu as eue avec Tim, qui est un des deux fondateurs de Blue Orange. C'est ça. Ah, on va la connaître. Ouais. C'est pas faute de la raconter. Ouais, mais si vous regardez la vidéo, vous ne connaissez peut-être pas cette anecdote et elle mérite d'être racontée. Mais en fait, l'année dernière, en allant au Festival de Cannes, j'ai rencontré Timothée. Oui. Au cours d'une partie. Et puis quand j'ai vu qu'il était bien orienté sur le sport, il m'a dit, écoute, viens demain, on va aller courir tous ensemble. Donc on a fait un petit footing sur la Croisette le matin, le festival, c'était bien agréable. Et à cette occasion, on parlait pareil de jeu, il me demandait pourquoi j'étais là. Donc je lui ai dit que je venais présenter mes prototypes, et il m'a demandé si j'avais une activité à côté, je lui disais que j'étais enseignant. Il me dit, nous, ça fait des années au sein de Blue Orange, qu'en fait, on a cette sensation, en plus qu'on a des jeux qui sont accessibles et qu'on aimerait présenter à l'école et mettre à disposition, mais on n'a pas trouvé encore l'interface pour parler à ce monde de l'éducation nationale qu'on aimerait accompagner dans cette démarche, mais où on n'a pas forcément un langage commun, où on n'a pas forcément les éléments pour leur montrer et pour amener la discussion. Il me dit, oui, tu vois, par exemple, King Domino, je suis persuadé que ça fait, comme tu disais, travailler l'étape de multiplication. Ouais, Tu le te problème doutes du qu'on a terme. couru longtemps. On va faire quelques kilomètres de plus, je vais t'expliquer. Et du coup, je lui dis, non, Tim, ça fait pas travailler l'étape de multiplication. C'est quand il s'éclate à jouer à King Domino que ça mobilise l'étape de multiplication et que même ça donne du sens à ces fameuses tables parce qu'ils vont les utiliser pour une finalité qu'est le jeu. Voilà. Donc en fait, tout le reste en a découlé. Ouais. Et alors ce terme de travailler, de jouer, c'est très important parce que ça engendre parfois des débats avant même de pouvoir parler de ce dont on a envie, c'est-à-dire de l'approche du jeu en classe. Il y a beaucoup de personnes qui disent on ne peut pas utiliser le jeu en classe parce que, attention, c'est dangereux, vous allez donner une image du jeu de société qui n'est plus ludique, qui n'est plus quelque chose vers lequel on va naturellement, ça devient une activité et ça le dénature complètement. Et de ce fait, il faut insister aussi sur le fait, et notamment en école primaire, qu'il y a des moments aussi qui permettent justement d'apporter du jeu de société qui ne sont pas ces fameux moments de travail. C'est aussi pour ça qu'on a fait le guide, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui souhaitent passer le pas, mais qui ne savent pas exactement comment. Est-ce que le jeu, finalement, on va le détourner en exercice? Est-ce qu'on va l'utiliser tel quel? Est-ce que ça sert vraiment à apprendre d'utiliser un jeu de société? Parce qu'il existe aussi des jeux pédagogiques. Oui. Pourquoi est-ce qu'on utilise tout ça? Et du coup, dans le guide, Céline et Paul définissent qu'est-ce qu'un jeu, qu'est-ce que l'acte d'apprendre, et surtout, ils donnent des outils pour pouvoir commencer à utiliser ces jeux en classe et de quelle manière. Et on en parlait tout à l'heure avec Aline avant de démarrer. Ce qui est vraiment important, et tu l'as dit Martin, c'est cette posture. Et en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment, même au niveau des fiches de préparation qui sont sur le site, voulu reprendre une présentation sous forme de projet, où on a vraiment le jeu qui est au cœur, et de montrer qu'en fait, les différentes compétences du socle commun que les enseignants sont censés faire travailler, qui soient au service d'une activité de finalisation qui est le jeu. Et pour nous, ce qui est vraiment important sur cette démarche-là, c'est que, Aline, tu le disais tout à l'heure, on a une posture en tant qu'enseignant où on a l'habitude de prendre de l'information et de la retranscrire pour savoir quel domaine ça va travailler. Et le jeu de société, nous, ça fait... en fait, on s'en est rendu compte en écrivant le livre que ça faisait déjà 15 ans qu'on l'utilise. Et on s'est rendu compte que les collègues, ils aiment bien quand il y a des projets, ils adorent y participer, mais par contre, se lancer de leur côté, c'est compliqué. Oui. Et souvent, c'est des freins parce que ce sont des personnes qui sont très consciencieuses des programmes, consciencieuses par rapport à l'envie de bien faire, à se dire que vont penser les parents, que vont penser les élèves, est-ce qu'on est à l'école pour jouer? Et du coup, ça peut être des freins sur lesquels on se dit, nous, ça fait quand même 15 ans qu'on se pose nous-mêmes ces questions, et ça peut être intéressant de faire gagner du temps aux personnes pour mûrir la réflexion et se dire, en fait, je risque rien, je prends des jeux qui ont fait leurs preuves et je les mets en place, et au pire, on est sûr qu'ils apprennent. Donc c'est vraiment cette idée-là, nous, qui nous anime de dire, on a une passion à véhiculer, mais cette passion, elle n'est pas contradictoire avec notre position de professionnel de l'enseignement. Ouais. C'est aussi pour ça que dans le livre, il y a une partie plutôt théorique où on retrace vraiment la définition du jeu, comment il est abordé dans les programmes, comment on le retrouve dans les textes officiels, pour apporter une légitimité oui. de cette pratique. Voilà. Parce que vous êtes tous les deux, vous nous avez dit, dans des classes qui sont particulières. Oui. Dans ces classes-là, souvent, moi j'ai tendance à dire, on est en avance sur d'autres classes, sur l'organisation du temps de la journée, parce qu'on a une image de l'école qui est véhiculée aussi par ce qu'on voit parfois à la télé.
très carré, on est assis à sa place, on ne bouge pas, on est devant un tableau, on s'en sert pour suivre le contenu pédagogique. Dans les classes particulières, forcément, les enseignants sont obligés de se réinventer. Alors, ouais, l'avantage dans nos dispositifs, c'est que on a toute liberté, parce que par rapport à ces enfants qui sont en souffrance dans leur scolarité, et qui on a besoin de rechercher des réponses, de trouver de nouvelles idées, etc. Forcément, on va avoir tendance à innover, aller sur d'autres outils, et le jeu est arrivé tout naturellement comme une réponse idéale. Alors, sur ce point-là, il y a quand même quelque chose qui me paraît hyper important, c'est que c'est pas parce que ça se fait en spécialisé que quand on a une classe de 25 ou de 30, on se dit, eux, ils ont un contexte de pratique particulier, ça sera pas faisable dans ma classe. Oui, voilà. C'est exactement ce que je dis en disant que vous étiez en avance, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'adapter les contenus. Tu as raison, mais il y a aussi des gens qui peuvent se dire, ils n'ont pas une réalité qui correspond à moi, y avoir une classe ordinaire, et en fait, oui, quand ils sont en Ulysse, qu'ils ont 7-8 élèves, même s'ils ont des difficultés, ils ont un cadre un peu privilégié, et ils sont un peu en dehors de ce speed qui est imposé par les programmes, pour se permettre des largesses et de le faire. Et c'est pour ça qu'on a aussi commencé dans des classes ordinaires où on le faisait. On s'est fait tous les deux inspecter, on a fait notre mémoire d'enseignant spécialisé sur le jeu, où on avait une classe de 30. Sur le jeu de société. Sur le jeu de société, et où c'était tout à fait possible de jouer. Et c'est pour ça aussi que dans le livre, on a mis une sorte de petit quiz. Parce qu'en fait, souvent, les enseignants peuvent avoir l'impression que c'est sous forme de critique, de dire « tu pourrais faire ça ». Et tu vois, en fait, l'idée de ce quiz, le fondement, c'est vraiment de dire au prof, on n'est pas en train de vous dire « vous pourriez faire ça, tiens, vous n'y avez pas pensé ». Non, c'est de vous dire « prenez le temps pour les élèves, mais prenez aussi le temps pour vous de démarrer là où vous en êtes ». On n'est pas obligé de se lancer, de faire des tournois, de faire quelque chose de compliqué. On peut partir avec des jeux simples, avec 3 boîtes qui coûtent pas cher, et justement on en reparlera après du projet, et se dire qu'on peut déjà faire quelque chose de très bien, en y allant modestement, en démarrant petit à petit, mais il y a quand même quelque chose à faire. En tout cas, j'invite les gens qui regardent à aller consulter le livre, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'outils, on parle de socle commun, de compétences, et ça peut faire un petit peu peur, mais sachez que le livre, il est déjà très bien expliqué, il est clair, c'est ludique, il y a plein d'illustrations, et c'est vraiment fait pour être efficace, mais aussi pas du tout rébarbatif. Ça va vous donner des pistes, et ça va vous donner un petit peu d'encouragement à utiliser le jeu dans votre classe, ou à vous renseigner sur ce sujet s'il vous intéresse. Et la manière dont le livre est séparé, parce que du coup je l'ai aussi partagé aux autres membres de Blue Orange, ils m'ont dit « Ouais, la première partie, elle est pas facile quand même, il y a les programmes scolaires, etc. Bah, c'est normal, ils sont pas enseignants. » J'aurais dit « Bah ouais, effectivement, la première partie, c'est pour ceux qui sont vraiment envie d'avoir la théorie et peut-être avoir un appui pour légitimer la pratique du jeu en classe. Mais sinon, il y a la deuxième partie qui est plus accessible, où on va retrouver ce quiz, comment mettre en place une séance en classe, des conseils de jeu pour le cycle 1, le cycle 2, etc. Oui, donc il y a une rubrique de conseils par cycle jusqu'au cycle 4. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on a pas mal de demandes, nous, de collège qui dit c'est bien, on parle souvent du jeu de société pour la maternelle ou le primaire, mais nous on est au collège et qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos élèves. Et du coup, pour ces jeunes-là, il y a aussi des conseils. Et puis il y a différentes façons de mettre en œuvre le jeu dans la classe, parce qu'il n'y a pas qu'une séance... vous proposez plein de choses, de la séance de jeu classe entière, petit groupe, je vous laisse en parler. Oui, ça nous paraissait important de s'adapter déjà aux effectifs de classe et de se mettre dans la position comment j'amène le jeu. J'ai 30 élèves, je ne peux pas m'asseoir autour d'une table avec 4 élèves, que vont faire les autres. Bon, après on a notre métier d'enseignant, on a l'habitude aussi de faire des ateliers, voilà. Mais connaître plusieurs règles, connaître plusieurs jeux, voilà, il y a cette possibilité de maîtriser un jeu, pas compliqué, qui nous parle déjà, et de le présenter en groupe classe, ou alors, une fois qu'on est un peu plus à l'aise, d'en amener différents, de commencer à travailler avec des petits ateliers, d'aller vers du jeu libre, etc. Donc voilà, il y a plusieurs propositions de dispositifs. Qui va jusqu'au tournoi même. Hein. Et qui vont jusqu'à tournoi en classe, mais sur l'école aussi. Voilà. Alors justement, dans le livre, on voit
des exemples de jeux qui sont proposés au cycle 1, et ce que je remarque directement, c'est qu'il n'y a pas que des jeux Blue Orange. Là, je vois du Matago, du Oya, du Abba, Scorpion masqué. Bah, c'était vraiment une volonté de notre part, mais aussi avec les échanges avec Céline et Paul-Henri. C'est qu'en fait, on est là pour aider les enseignants, donc faciliter la mise en place du jeu. On n'est pas là pour préconiser uniquement nos jeux, en fait. Ce qu'on veut, c'est vous aider. Donc comment est-ce qu'on peut vous aider ? En vous apportant des jeux de société peut-être en classe, mais aussi à travers ce guide. Et ça n'aurait pas eu cette même portée si on faisait uniquement des jeux Blue Orange. Déjà, la liste elle aurait été beaucoup plus courte. Et puis, c'est l'intérêt général qu'on vise, c'est pas notre intérêt à nous. Et c'est une démarche qui est double, parce que ça, ce dont on vous parle depuis tout à l'heure, c'est la démarche théorique. Et quand on en discute avec Tim, il y a bien 2 pans à cette démarche de faciliter l'introduction du jeu de société en classe, ou continuer à la favoriser. Il y a cette démarche du livre, et il y a une démarche d'apporter vraiment concrètement des boîtes de jeux en classe avec une distribution de kits de jeux. Ça, c'est encore en cours, mais il y a plein de choses à en dire. Là, on est sur la première étape avec le guide et les fiches. La prochaine étape, c'est de pouvoir apporter les jeux dans les classes. Apporter des jeux dans les classes sur toute la France, c'est pas le plus évident. Il faut pouvoir investir énormément. Donc là, on va commencer local, en fait, grâce à notre circonscription et l'inspectrice académique de Pont-à-Mousson. On va commencer cette expérience-là au niveau local et on espère qu'avec le temps, les années, on puisse le porter au niveau national pour pouvoir apporter les outils en classe. On sait que les enseignants, souvent, ils achètent de leur poche, des fois, les jeux de société. Tellement. Il n'y a pas forcément de ludothèque où on va te donner 3 exemplaires de Bubble Stories pour pouvoir jouer dans ta classe. Donc on les a pensés comme ça. On a pensé un jeu en cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, et à chaque fois 3 exemplaires du jeu pour pouvoir faire jouer un maximum d'enfants en même temps. Mais alors s'il y a un enseignant qui nous regarde et qui ne vient pas de l'académie de Pont-à-Mousson... Il faut patienter, ça va venir. Il faut qu'il y ait des bons résultats aussi de ce côté-là. Et on essaye aussi de... trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir rendre ça plus national, j'imagine. Exactement. En fait, là, on parle de l'initiative de Blue Orange, mais il y a plein d'autres éditeurs qui portent également ce même intérêt sur le sujet. Là, ces derniers temps, on a beaucoup travaillé avec Acting Games et un jeu dans ma classe, mais c'est pas les seuls. Et l'idée, c'est qu'on arrive à se réunir et à porter ça tous ensemble, parce que l'intérêt, c'est l'intérêt de l'école, de l'apprentissage. On y voit, nous, complètement notre mission. La mission de Blue Orange, c'est d'ouvrir le jeu à un maximum de personnes. Et on dit bienvenue dans le monde du jeu pour dire Blue Orange, c'est parce qu'on a cette mission de démocratisation et ça passe aussi par là. Mais je crois qu'on peut témoigner, nous en ayant discuté assez régulièrement avec Timothée Leroy, qui gère Blue Orange, qu'il a un regard quand même d'ouverture, indépendamment du côté business, qui est évidemment présent quand on gère une boîte, c'est important, on ne peut pas passer à côté, mais il a un regard d'ouverture, et pas que en France, parce qu'il y a eu des démarches sur l'étranger aussi, d'envoyer des jeux et de les faire connaître dans d'autres régions du monde. Ouais, complètement. Et c'est aussi pour ça qu'on veut qu'on ait des jeux faciles et accessibles. C'est aussi pour cette ouverture-là et de faire jouer votre voisin qui ne connaît pas encore le jeu. Tu as parlé d'Acting Games. Acting Games, c'est un éditeur de la galaxie BlackRock qui est le distributeur. Effectivement, ils ont un site spécialisé qui s'appelle Un jeu dans ma classe, qui présente, et c'est un point commun, des jeux qui ne sont pas forcément que des jeux Acting Games, bien au contraire. Ça s'ouvre sur pas mal d'autres choses, avec aussi des fiches pédagogiques. Tu m'as dit qu'il y avait 5 jeux 4 jeux. 4 jeux sur lesquels il y a des fiches pédagogiques que l'on peut télécharger. Tout à fait. On a Bubble Stories, Dragomino, King Domino et Momalin. Ici, on a une fiche sur Bubble Story, par exemple. Alors, on voit déjà que c'est très imagé, très agréable à regarder. Et c'est à la fois efficace, parce qu'on sait tout de suite, quand on est enseignant, comment on va utiliser ça, mais en même temps, ça ne se met pas non plus à la place de ta pratique de classe, en disant comment tu vas faire toi, ta propre appropriation, ce qui est assez agréable. Voilà, et ça c'est la présentation sous forme de projet. Alors quand on parlait tout à l'heure du socle commun, les compétences qu'on doit travailler à l'école, elles sont réparties sur 5 piliers du socle. Et en fait, chaque encadré de couleur reprend les compétences qui correspondent au socle, avec le jeu au milieu. Et par rapport à cette fiche de préparation, c'est quand même aussi intéressant d'aller voir sur le site d'un jeu dans ma classe ce qu'ont fait Elsa et Nathalie, parce qu'elles ont une approche qui est moins sur une forme de projet, mais qui peut être plus rassurante pour les enseignants, avec le côté les compétences qui sont mobilisées, qui sont annoncées dès le départ, un process de mise en place et de variables, et ensuite derrière une évaluation en fin de séance.
c'est pas qu'elles font toutes ces étapes à chaque fois, mais c'est qu'elles ont voulu vraiment avoir une fiche de préparation pour accompagner au maximum les personnes. Alors que nous, on a vraiment voulu, que ce soit le guide pédagogique ou avec ces fiches de prép-là, être vraiment sur une posture assumée et une façon de guider la séance et de se positionner. Mais ça peut être tout à fait complémentaire de s'inspirer de cette posture, de capter le message pour se l'approprier et de se dire derrière, je prends une fiche aussi d'un jeu dans ma classe que des filles ont fait. Et d'ailleurs, quand on a fait la conférence avec elles, ce qui était intéressant, c'est que on a vraiment eu la sensation qu'on parlait de la même chose, alors qu'en fait, on s'est rencontrés 2 fois et que nous, on avait peur presque de faire la conférence avec elles en se disant, il ne faudrait pas qu'on ait un message qui soit différent et qu'on se rende compte, une fois sur place, qu'on ne dit pas tout à fait les mêmes choses parce que les glissements sont vite, tu sais, quand on parlait de travail, ils sont vite opérés. Et en fait, on a vraiment senti qu'on disait les mêmes choses avec des outils différents. Et je pense que pour les enseignants, c'est bien justement de piocher à droite et à gauche et de se constituer sa propre Et notamment, il y a des grilles d'évaluation des compétences des enfants qui sont faites à partir des jeux et qui permettent aussi le suivi de ce qui est fait, qui sont intéressantes. Allez voir si vous êtes concerné, si vous êtes enseignant. Il y a plein de choses à y prendre également. Vous parlez aussi des conditions qui vont être nécessaires pour que le jeu soit à la fois agréable et efficace quand il est utilisé en classe, pertinent. Il faut que l'enfant soit réceptif en fait. Par rapport à ça, quand on a démarré, on parlait un petit peu de légitimité, comme tu disais, est-ce que l'enfant est réceptif, comment s'en assurer. Et en fait, on a voulu reprendre un document qui nous avait apparu de Sylvain Connac sur l'acte d'apprendre, qui résume en fait qu'est-ce qu'est apprendre. Et on trouvait qu'en fait c'était super important de revenir sur ce sujet-là, justement par rapport à cette légitimité de se dire on ne peut pas mal faire en faisant du jeu. En fait c'est sous forme d'équation, on a le A qui représente l'acte d'apprendre, et en fait à côté on a le C au carré, le M et le T, qui représentent la concentration, la compréhension, plus la mémorisation, plus le transfert. Et en fait forcément quand on va faire un jeu, il va falloir se concentrer, il va falloir comprendre la règle, il va falloir mémoriser des éléments pour pouvoir faire un choix, il va falloir le transférer parce que comme la situation va être toujours en mouvement, il va falloir réadapter ses choix en fonction de ce qui vient de se passer. Donc on est de fait tout le temps en train de travailler sur l'acte d'apprendre. Et cet acte d'apprendre, il est conditionné par 3 notions qui sont la sécurité, la motivation et la disponibilité. Et en fait on se rend compte que justement quand on fait un jeu de société, et c'est pour ça aussi que la notion de travail, quand on y revient un peu dessus, c'est parce qu'elle sous-entend que c'est ancré dans quelque chose de très concret qu'on va pouvoir évaluer. Et donc ça serait un petit peu travestir le message auprès des enfants en leur disant on va faire quelque chose qui est pour de faux, qui est pour jouer, qui est dans un univers qui est fermé, mais par contre ça va avoir des répercussions parce qu'on va noter ce que tu as pu valider. Donc c'est pour ça que cette sécurité elle est très importante, de se dire il ne peut rien se passer, il ne va y avoir aucun impact dans ma vie réelle. Je peux tuer quelqu'un, je peux taper quelqu'un, je peux mettre des baffes à King of Tokyo au prof que j'ai à côté, et ça n'aura pas de répercussions, et en fait ça fait une espèce de sas où on peut s'exercer, où on peut développer le bluff, où on peut voir ce que c'est que les enchères, où on peut prendre des risques. Et cette sécurité elle est très importante parce qu'on sait, notamment avec les enfants qu'on a en classe, qui ont été soumis à un stress important de par leurs difficultés, qu'en fait quand le stress se manifeste chez une personne, toutes ses capacités d'attention, de concentration, ben on revient sur un instinct un petit peu primaire de survie en se disant je suis stressé, comment je fais bonne figure et je sauve ma peau. Et justement quand on fait un jeu de société, qu'on apprend à se jeter dans le vide en disant je connais pas la règle, je sais pas comment je vais être perçu, peut-être que je vais être pris pour un imbécile parce que je vais pas comprendre, peut-être que ma première partie va mal se passer, mais ça fait un certain lâcher prise en se disant je suis sur un filet de sécurité avec des personnes bienveillantes à côté, et ce saut je peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on y prend goût de se dire ben en fait je crains rien. Et tu vois par exemple j'ai des enfants qui sont dyspraxiques en classe, qui travaillent sur tablette et tout ça, et quand je les fais jouer au jeu de Cornol ou des choses comme ça, ils sont capables de dépasser leurs capacités qui sont en plein sur la difficulté, parce que le but du jeu les transcende et les fait amener à aller plus loin. Pareil sur la mémoire. That's Not a Hat, qui est vraiment sur la mémoire. On a des enfants qu'on nous dit que les capacités d'attention sont minimales et qu'ils ne peuvent pas mémoriser. Ils se sont éclatés d'y jouer et on a passé presque 1 heure, on a fini en coop à la fin pour trouver où étaient les choses. Mais c'est un jeu qui fait appel à la mémoire et où les enfants ont accepté de s'y confronter par cette sécurité, par cet investissement, parce que la finalité c'était vraiment de jouer et pas voir s'ils étaient en capacité de mémoriser.
Alors on a beaucoup parlé du jeu à l'école. Est-ce qu'il y a un intérêt, Céline, à utiliser, à regarder si on est parent et si on a envie d'avoir des informations, des choses à utiliser à la maison aussi? Oui, je pense qu'il y a toujours un intérêt à les voir. C'est vrai qu'on a la partie pratique qui est assez concrète sur les situations de classe, Oui. mais la partie théorique, elle est intéressante par rapport à l'approche qu'on fait sur sa définition. On est allé retrouver les textes de Gilles Brougère, qui a beaucoup travaillé sur le jeu notamment. En fait, c'est important pour les parents de se dire que prendre du plaisir, faire un vrai jeu de société, eh bien, ça peut forcément amener l'enfant à se construire et à construire les citoyens de demain. Et il y a autre chose aussi qu'on a pu constater en classe, notamment en SECPA, ou quand toi peut-être tu as vu les enfants d'ITEP, c'est qu'on avait un lien qui se créait sous-jacent, et que ce lien était important parce que comme il y a cette confiance qui s'installe, quand ensuite on reprend sa position de prof dans un autre contexte, il y a quand même un respect mutuel, il y a quand même des liens qui se sont créés et qui sont un peu indéfectibles. Et je trouve que cette symétrie, quand je laisse mon rôle de prof, je me mets à côté de toi, je peux me prendre des baffes parce qu'on joue à King of Tokyo et que j'en prends plein la tête, et qu'ensuite je reprends mon rôle de professeur pour te faire une critique sur quelque chose de particulier en tant que professeur, ça devient une autorité de compétence liée au poste, et pas une autorité naturelle de je suis plus grand que toi, je suis plus fort, je t'impose mon autorité. Et ça, je trouve que même les collègues, quand on en parle, des fois ils se disent mais ça va être le bazar et tout, et pas du tout. Ça renforce encore plus le fait qu'on peut être des humains, jouer, vivre et vibrer la même chose qu'eux, et ensuite te dire par contre, tu vois, on n'a pas les mêmes fonctions, c'est normal qu'on ait une relation asymétrique dans un autre moment. Donc avec les parents... Oui, la question d'autorité. Mais la question de la disponibilité aussi. Quand tu faisais référence à la disponibilité physiologique, il y a la disponibilité cognitive aussi qui est importante. On le développe, là on le voit sur la notion d'avant la préparation, dans le choix du jeu. Là on propose des pistes aussi sur le choix du jeu qui est très important. Par rapport au niveau d'âge, sur les boîtes on a le niveau d'âge qui est présenté, mais on s'aperçoit des fois que en jouant, ça ne correspond pas forcément. Parce que on va avoir des enfants, on va avoir tendance à mettre un jeu sur la table, mais qui va s'avérer peut-être compliqué. Il va falloir vraiment être là dans l'accompagnement. Et si on veut petit à petit lâcher et les rendre de plus en plus autonomes, ben peut-être que finalement, on va peut-être revenir sur des jeux destinés à des plus petits. Oui. Pour avoir une vraie maîtrise, pour avoir un vrai plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Au niveau des parents, oui, c'est aussi important. Souvent, moi, j'avais à l'école des parents qui venaient me dire « Moi, mon enfant, il joue à tel jeu, il n'est pas du tout de son âge. » Alors, je suis quand même super contente parce qu'on joue à un jeu très compliqué et mon fils gagne ou ma fille gagne. Il jouait à Ark Nova déjà. et en fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on fait jouer son enfant ou quand on joue avec nos élèves, on capitalise pas sur le fait que plus tard, comme on a fait des jeux de société, ça va devenir des petits génies où ils vont tous finir ingénieurs, où ils vont faire chercheurs pour la NASA. Et donc c'est important de voir que c'est aussi, on crée un contexte où on s'est amusé ensemble, on a verbalisé, on s'est confronté à ses émotions, et c'est bien presque beaucoup plus important que ce qu'on a pu apprendre par le biais du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être dit, qui mérite d'être explicité, et ça fait partie du livre. Et ce que tu dis, Aline, on en parlait sur les échecs, justement. Oui, j'étais en train d'y penser. Voilà. Ouais, effectivement. Vas-y, développe-le, que tu l'avais abordé. En fait, il se trouve que on a un jeu chez Blue Orange qui s'appelle Volto, qui peut s'apparenter un petit peu aux échecs. Je l'ai inscrit au concours Educaflip, on verra bien si l'inscription fonctionne ou pas. Non, mais du coup, à l'Educaflip, on va peut-être préciser ce que c'est. Tu as raison. Donc c'est un prix qui est remis à des jeux qui ont une visée éducative, pédagogique, qu'on va pouvoir utiliser en classe en étant sûr d'avoir fait le bon choix. Complètement, c'est un jury composé d'enseignants principalement, etc. Donc ça donne une accréditation au jeu, et donc je me suis dit, bon, à Volto, je vois son potentiel, et dans la fiche, je dois marquer les compétences potentielles travaillées via Volto, et je me dis bon ça s'apparente aux échecs, je vais un peu copier, et donc je vais regarder sur Google, je regarde les textes officiels, parce que les échecs c'est un jeu sérieux, donc c'est accrédité par l'éducation nationale, et du coup je cherche des compétences très logico-mathématiques, et en fait je tombe, je les ai même encore sur la page, je tombe que sur des compétences presque sociales en fait. Alors on a développé la motivation, la concentration des élèves. Ça s'applique à tous les jeux. Bien sûr. Et l'acte d'apprendre. Encourager l'esprit d'autonomie et d'initiative des élèves.
Ok, on y est encore. Installer un environnement favorable à l'apprentissage. Bon, bah, ça s'applique encore à tous les jeux. Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté. Pareil. Et après, là, contribuer au développement d'attitudes et d'aptitudes intellectuelles propices à l'acquisition des logiques mathématiques, etc. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que je me détende. Tous les jeux vont là-dessus. Bah, évidemment. En fait, tout l'intérêt, c'est que nous, on est des enseignants. On l'a été. Et du coup, c'est le prisme qu'on va avoir, c'est le regard qu'on va avoir sur les façons dont les enfants vont s'emparer du jeu, vivre avec le jeu, qui va faire que peut-être on va dire, mais rappelle-toi, quand on a fait cette partie, t'as dit ça, et c'était intéressant parce que... Et ça va être le point de départ d'autre chose. Et ça, c'est ces moments-là, parce qu'on est enseignant, qu'on va pouvoir mettre en valeur et exploiter, voilà, rappeler au bon souvenir des enfants. Et comme tu dis, Aline, ça se fait presque naturellement. Parce qu'en fait, dans cette attitude-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'habitude de prendre des informations pour y revenir. Et en fait, dans ce que tu dis là, c'est vrai que nous, on le voit notamment à l'écran, là, avec Céline, on a voulu vraiment structurer les professeurs en leur disant une préparation avant, pendant et après. Pour qu'ils voient ce qu'il faut faire avant, comment il faut l'animer et comment on peut le débriefer. Mais c'est des choses qu'on fait au quotidien avec d'autres supports. Bien sûr. Que ce soit quand on fait des activités plastiques, quand on fait du théâtre, et le jeu de société, ça peut être justement une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle façon d'aborder des choses qui peut permettre de créer du lien et de faire ce qu'on fait d'habitude avec d'autres supports. Mais c'est vrai que, pardon, excuse, on dit souvent aux enfants, bah, tu vois, je suis contente que tu me l'expliques parce que tu me prouves que tu l'as compris. Et bien cette démarche-là, on va la voir quand l'enfant il va dire, ah t'as vu maîtresse, à la fin j'ai fait ça et j'avais plus de choix parce que voilà, et si je faisais autre chose, c'était lui qui gagnait. Et le fait de pouvoir l'expliquer, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une réflexion, une planification sur les actions futures. Et c'est quand l'enfant l'explique que nous on peut dire en tant qu'enseignant, bah tu vois, t'as réfléchi, tu as utilisé cette connaissance que tu as du jeu pour pouvoir me dire ça. C'est à nous de valoriser ce moment qui n'est pas forcément un moment que va vivre le meilleur élève de la classe parce que déjà il était doué avant, mais ça peut être tout le monde a son petit moment de compréhension et d'explication dans la classe. Moi j'adore ce retour après des joueurs, déjà en temps normal, mais des élèves, parce qu'en fait ils vont penser à des choses qu'on n'a absolument pas pensé. Paul et Céline ont plein d'exemples là-dessus, et sur le fait du coup du partage qu'il va y avoir des autres. En fait ils vont faire un débrief de ce qui s'est passé, même entre eux, et il va y avoir encore un moment d'apprentissage encore à ce moment-là, de dire « Ah mais t'as fait ça comme ça, ok, je vais essayer, on va voir ce qui va se passer. » Et tu vois, ce côté apprentissage, quand tu maîtrises vraiment quelque chose, c'est quand tu es capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et cette explicitation, quand tu y prends goût, quand tu as l'habitude de mettre des mots sur ce que tu as fait, sur des stratégies, ça te met en position méta où tu es en capacité d'analyse. Hier, on a vu les petits testeurs qu'on a eu la chance de croiser qui sont venus. On sent qu'ils sont briefés, qu'ils sont en capacité de faire une action, de l'analyser, de prévoir autre chose derrière. Et ça, cette planification, elle est essentielle de pouvoir analyser ce qu'on est en train de faire. On a eu le cas, par exemple, sur Dragomino. Alors ça, c'est une anecdote que je n'arrête pas de raconter, mais que je trouve assez incroyable. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on faisait, quand on a fait le tournoi, on s'était dit CP, CE1, c'est sûr qu'on met Dragomino. Et ensuite, on s'était posé la question de savoir si on passait sur King Domino pour faire CE2, CM1, CM2. Et quand on les a vus jouer, quand on a vu les difficultés qu'il y avait quand même sur King Domino pour s'approprier l'espace de 5 par 5, on s'est dit, on préfère avoir un jeu qui est peut-être un petit peu plus bas, mais qui vont complètement maîtriser. Et en fait, là où ça a été incroyable, c'est que les CE2 qui se sont appropriés le jeu, ils sont rentrés dans des statistiques en se disant la répartition des œufs de dragon par territoire n'est pas la même, et ils sont allés très loin dans le débrief. Et il y a eu un exemple où j'étais à côté, j'étais un petit peu estomaqué, d'un enfant que je vois compter, il comptait les œufs de dragon, ok, et au bout d'un moment, il choisit sa tuile, et il y en a un qui lui dit « Ah, ben je sais pourquoi tu as fait ça, parce que tu voulais prendre le volcan, parce que dans les volcans, en fait, il y a une proportion plus importante d'œufs et de dragons. » Et là, il lui répond « Mais non, parce que j'ai vu que tous les œufs de dragon sont passés sur les volcans, donc je sais que je vais avoir un œuf cassé, et je vais récupérer la maman dragon, et c'est lui qui a le plus de points. » Et là, tu te dis, bon, alors la compétence planification, on en parle. Et ce raisonnement, il est quand même incroyable autour de la table, de pouvoir faire des planifications à tiroir, analyser ce qui s'est passé, prendre conscience d'éléments qu'il y a là, pouvoir le verbaliser à côté. Et je trouve que des moments comme ça à vivre, c'est vraiment génial. Et ça arrive souvent sur des jeux que les enfants ont déjà joué plusieurs fois. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une fois un jeu et le ranger dans le placard en disant on passe à un autre.
à la maison comme à l'école, c'est super intéressant de reprendre le même jeu parce que l'enfant va s'approprier, il va pouvoir vraiment maîtriser les règles et continuer à améliorer sa façon de jouer. Et ce que tu dis là, même sur les jeux, on avait vu la vidéo que vous aviez faite sur Bubble Story qui nous avait marqué parce qu'on était en plein dedans. Et on pourrait se dire, il y a une histoire, ils la connaissent, ils l'ont faite, Bubble Story, c'est fini. Et en fait, même maintenant avec des collègues, toi tu le vois encore plus dans ta classe, ils adorent s'y remettre dessus, retravailler la trame narrative qu'ils connaissent, un peu comme quand on était petit, qu'on nous racontait la même histoire. Évidemment. Oui, qu'on regardait le même dessin animé 15 fois. C'est ça. Et en fait, ce plaisir, il est bon parce que ils approfondissent à chaque fois, ils ont un vocabulaire qui se met en place, et eux, ils n'ont vraiment pas la sensation de faire une séance de vocabulaire. Ils sont en train de dérouler une histoire qu'ils aiment en étant de plus en plus pertinents sur le vocabulaire. Oui, c'est pareil quand c'est un jeu un peu stratégique, il y a une meilleure maîtrise qui se met en œuvre, et c'est tout à fait normal. Nous aussi, quand on fait plusieurs parties d'un même jeu, on apprend aussi à mieux y jouer. Alors, on a parlé pas mal de techniques, d'apprentissage. Il ne faut surtout pas qu'on vous fasse peur, parce que le but, c'est évidemment l'inverse. C'est plutôt de vulgariser et justement d'introduire. C'est l'objectif de ce manuel. Hein, c'est l'accessibilité. C'est de rendre de ne pas faire peur sur le jeu de société, avec des jeux qui sont des jeux commerciaux en plus, donc qui sont complètement accessibles, parce qu'on n'y joue pas forcément en classe à la base. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de jeu quand même, pour ouvrir un peu cette émission. Je vais vous demander tout simplement s'il y a un jeu en particulier que vous avez adoré. Vous pouvez partir dans la direction que vous voulez, mais que vous avez adoré, sur lequel vous avez un souvenir particulier à utiliser dans vos classes. Il y en a. Il y en a beaucoup, je me doute. Il y en a un qui revient systématiquement. On a des temps dans la semaine destinés vraiment aux jeux de société, où on ouvre l'armoire, on choisit, ou des fois c'est moi qui pose sur la table. Mais quand des fois on termine une séance et qu'il reste 10 minutes, on leur dit, bon, allez choisir. Mais il y a 10 minutes, donc choisissez bien. Bon, mais c'est toujours le même, Strike. Strike, ah bah oui, évidemment. C'est incroyable. Et un jeu qui est... le principe de Strike, c'est on balance des dés dans une arène et il faut réussir à faire des paires de dés de valeurs identiques. Il y a une part de hasard qui est énorme, mais ce qui se passe autour du jeu est fondamental, puisque là, il y a des interactions. Ce sont les joueurs qui créent le jeu, qui créent toute sa richesse derrière. C'est le même résultat entre adultes. Je me doute que ça fonctionne très très bien avec des enfants. Et ce qui est génial sur ça, c'est comme quand tu dis adulte et enfant, ben en fait, comme un aléa qui est important dans le jeu, on va pouvoir vivre au même titre qu'eux une tension palpable et être dans la même tension qu'eux, parce que comme le niveau de stratégie de planification va être lissé par ce hasard, on peut vivre la même expérience. Et en fait, quand tu parlais d'accessibilité, ça c'est très important à développer comme sujet, c'est que c'est pas souvent les jeux qui sont les plus exigeants qui vont permettre de développer ces compétences transversales. Ah oui. C'est au contraire ces jeux, et Gilles Brougère en parle très bien quand il parle d'incertitude, où on ne sait pas, en démarrant le jeu, qui va gagner. Si on joue aux échecs, il y a 99% des chances pour qu'on sache à l'avance qui va gagner. Si on fait un strike, il y a des retournements de situation qui sont incroyables. Et tout le monde a sa chance. Et tout le monde a sa chance. Et quand il arrive un moment où il y en a un qui n'avait plus rien, que l'autre à côté il est plein de dés, et qu'il arrive à faire que des paires et des croix, et que tout se vide d'un coup, et que l'autre à côté il a sa brouette de dés, ça crée toujours un moment particulier. Je sais pas si on a le droit de vendre du Ravensburger, parce que c'est du Ravensburger dans cette vidéo. Oui, complètement. Mais alors, moi j'avais une petite variante sur Strike, on jouait avec 3 boîtes, et on avait une recave, on se recavait. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y avait des dés qui revenaient, ce qui créait une petite tension au moment où je vais récupérer des dés, allez j'y vais à fond, et ça créait des petites émotions en plus au milieu de la partie. En tant qu'enseignant, je recevais assez souvent des représentants qui venaient avec des mallettes et des jeux qui sont, alors cette fois-ci, pas du tout ceux auxquels on est habitué, pas du tout ceux qu'on trouve dans nos boutiques spécialisées. Quelle approche vous avez vis-à-vis de ces jeux-là ? Ces jeux-là, on a un regard qui est positif par rapport à la volonté qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'un enseignant qui va vers ces jeux-là, c'est que déjà il est dans une recherche de se dire « j'ai envie de trouver une façon différente d'enseigner ». Et ce qui est prouvé, surtout dans le petit âge, c'est que les enfants ont besoin de passer par du concret. Donc déjà, au niveau de l'approche, c'est quand même génial de se dire qu'on a un enseignant qui essaie de trouver quelque chose qui peut être dans un contexte matériellement palpable pour les enfants, qui n'est pas dans une situation d'abstraction, et qui va permettre à l'enfant de donner un cadre d'exercice de ça. En maternelle, par exemple, je sais que les professeurs ont souvent tendance à faire des fiches d'entraînement pour montrer de la masse de travail qui a été faite. Alors qu'en fait, ces fiches d'entraînement viennent juste matérialiser ce qui a été fait en termes de manipulation.
Et du coup, ces jeux éducatifs, on a l'impression qu'ils viennent dans ce côté exercitation et mise en place. C'est une première approche. Par contre, là où pour nous, on pense qu'on peut aller plus loin, et justement, comme tu disais, le but c'est de vulgariser, de rendre accessible l'utilisation du jeu de société, c'est de se dire, vous avez envie de faire manipuler les élèves, allez-y sans crainte sur des jeux de société, parce qu'ils apprendront. Et en fait, ce qui peut paraître délicat pour un enseignant, c'est de se dire, j'ai plus l'estampille sur la boîte jeu éducatif, j'ai pas marqué que je travaille le vocabulaire et la conjugaison. Si les enfants expliquent à la maison qu'ils ont joué à Dragomino à côté, et alors que j'ai ma collègue qui fait quelque chose de très carré, est-ce que je vais pouvoir... se dire, ils n'ont jamais travaillé aujourd'hui, ils ont fait que jouer. C'est ça. Et ce qui est important, alors je l'ai amené aussi, on a appris le livre. Ce qui est important, justement, par rapport à ça, c'est de voir comment on est venu sur le jeu de société. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on était en CP. Et moi, je me souviens très bien, j'avais un fichier de maths, donc je ne dirai pas le nom. Avec des petits nuages? Non. Non, ah. J'avais un fichier de maths qui, en fait, prévoyait vraiment des compétences qui étaient qui abordaient la numération avec une façon très linéaire. On faisait le 1, le 2, le 3, puis on faisait un bilan sur 1, 2, 3, puis on faisait le 4, le 5, on faisait un bilan, puis on enchaînait. Et les autres années, on s'est lancé sur la méthode de Hatier, la méthode Hermel, qui est exceptionnelle parce qu'en fait, c'était que des jeux de manipulation. Et on a trouvé ça incroyable en un an d'écart de se dire, les mêmes catégories d'âge, avec la même population, en fin d'année, ils comptaient laborieusement jusqu'à 100, et l'année d'après, en faisant que des jeux d'échange, qui sont des jeux de 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 5, puis 1 pour 10, on arrive à mettre en place la numération de position, et avec le jeu en fin de fichier CP qui est sur le fourmilion, vous pourrez le retrouver sur Internet. Oui. Vous le connaissez un peu celui-là? Oui. Avec ce jeu du fourmilion, on a fini avec la classe de CP l'année d'après, à lire les plaques d'immatriculation sur le parking, 3657, alors que l'année d'avant, avec un fichier traditionnel, on avait eu du mal à atteindre les centaines, et que c'était vraiment à la force des bras. Et donc là, on s'est dit, la manipulation, le concret, il y a quelque chose. On a commencé à faire les jeux donc, qui sont dans Hermel, avec les tandems, les extraterrestres, les petites navettes spatiales qui sont petites et qui peuvent emporter que 2 humains. Puis ensuite, on fait des jeux des maisons où on passe un échange à 5, puis on passe un échange à 10. Et du coup, on s'est dit, là, il y a un truc. Est-ce que ça serait possible d'aller plus loin? Donc en fait, on est rentré un petit peu par ce côté éducatif, manipulation. Et puis on s'est dit, c'est bien d'aller plus loin, mais comment on le justifie aussi? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Et en fait, en prenant le livret de compétences, on s'est rendu compte qu'on pouvait lister énormément de choses, comme on l'a vu tout à l'heure pour les échecs, mais qu'on était sur une dimension vraiment plaisir. Et en fait, je me souviens en CP, quand j'ai eu l'inspection, j'ai des collègues qui m'ont dit, alors, t'es pas trop tendu, t'as ton inspection? Et j'ai dit, bon, on va faire can't stop. Ils m'ont dit, mais t'es fou! L'inspectrice vient, tu l'as tête tendue. Je dis, mais au contraire, on va s'éclater de montrer qu'on va avoir les constellations sur les dés, la commutativité de l'addition qui va être mise en place, les différents agencements de dés, et en plus on va travailler les statistiques en voyant que les voies du milieu qui sont plus longues, elles retombent plus souvent à la prise de risque. J'étais comme un fou, quoi. et je trouve que ce message-là, en fait, c'est le côté, les enfants ont besoin de concret, on est passé par du pédagogique, on s'est dit c'est super, comment parce qu'on peut aller plus loin. Et maintenant, on a envie de dire aux gens, mais venez un petit peu plus loin parce qu'on a essuyé les plâtres et en fait, on l'a mis un peu dans le guide. Comme ça, vous irez plus vite que nous pour le faire. Mais du coup, on va quand même rajouter que si vous faites du jeu de société en classe, vous ne faites pas du jeu de société toute la journée non plus. On est forcément obligé d'avoir une progression très carrée à côté sur des compétences disciplinaires. Et à côté de ça, même si on adore jouer, ben en fait, on s'est créé des cadres très fixes dans lesquels on est libre. Par exemple, on a des créneaux jeux dans la semaine qui sont fixes. Qui sont posés. Parce que sinon, c'est très facile de se dire, cette semaine, j'ai pas le temps, j'ai des choses à finir. Et du coup, ça renvoie un autre message aux enfants. Oui. Et puis, c'est important d'avoir cette clarté avec eux. On a ce temps de jeu, là, on vise le plaisir, même si, à l'intérieur du jeu, on mobilise des compétences, etc. Ça reste du travail, on est à l'école, oui, mais c'est du plaisir. Et il y a d'autres temps où on a des jeux éducatifs, jeux pédagogiques, mais ils savent très bien que la finalité, c'est une compétence particulière, un objectif bien ciblé, disciplinaire. Voilà, ils savent faire la distinction. Même si c'est ludique, c'est quand même pas la même chose. Par exemple, quand je suis venu te voir dans ta classe, quand vous travaillez la cuisine des phrases sur la grammaire en manipulant,
les enfants savent très bien qu'ils sont dans quelque chose de concret qui amène des situations pour comprendre la grammaire, mais ils vont jamais sortir dans la cour de récréation en disant super, on va jouer à la cuisine des phrases, ou super, on va faire le fourmillon, ou on va faire des jeux de conjugaison. Non, par contre, la distinction. Voilà, les cartes Pokémon ou un cancer dans la cour. On peut pas tellement gruger les enfants sur le côté hyper ludique d'un exercice. Hein. Mais même avec le jeu de société, il peut y avoir vite une dérive au tout début à vouloir tellement bien faire, à rentrer dans les programmes, d'enlever un des critères du jeu qui est la frivolité, et donc le plaisir du jeu, en vouloir le transformant en un exercice. Oui. C'est complètement possible, mais dans ce cas-là, c'est un temps d'exercice expliqué aux élèves, on n'est pas sur un temps de jeu. Avec du matériel rigolo. Voilà, c'est exactement ça, et le temps qu'on consacre est très important pour mettre en valeur l'aspect ludique du jeu de société. Merci beaucoup d'être venu au chalet pour aborder ces thèmes. Alors, on les a survolés, hein, comme toujours. Il y a tellement de choses à aborder, mais ça tombe bien, puisqu'il y a un site internet. Tu nous rappelles le nom du site ? C'est blueorangegames.eu, c'est notre site internet. Et dans l'onglet ressources, vous avez jeux de société et apprentissage, et vous avez une page consacrée à ça. Alors, plus d'une page, puisqu'on a le PDF qu'on peut télécharger. Vous avez les fiches pédagogiques sur les différents jeux. Et puis, si vous êtes curieux, vous pourrez explorer ces domaines. Je vais dans ma classe aussi. Voilà, exactement. Facilement trouvable. Il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup d'avoir abordé ce thème. Merci à vous qui avez regardé l'émission. Et puis nous, on vous donne rendez-vous comme d'habitude pour de nouvelles émissions sur notre chaîne. Ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir.